Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de ce dimanche. Toutes nos excuses pour le retard constaté dans le démarrage de ce programme. Nous y sommes avec bien évidemment notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, qui est déjà sur place. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Michel, bonsoir à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà. Absolument. Les téléspectateurs qui ont suivi nos différents programmes depuis ce matin, dans le duel, on a parlé de cette traversée, ou plutôt de ce voyage des anciens présidents Bouniaï et Nicéphore Soglo sur le Niger. Que peut-on dire concrètement? Eh bien, les dualistes en ont parlé à suffisance. On apprend également ce soir que les deux personnalités vont rencontrer Patrice Talon ce lundi 1er juillet pour certainement faire le point de leur descente. Agapit Napoléon Maforican, il est vrai qu'il n'y a pas eu d'informations officielles sur ce qu'ils ont ramené, mais est-ce qu'on peut espérer quelque chose de concret au vu de ce que vous avez lu ça et là sur les médias? Écoutez, moi, j'ai pas pour habitude de spéculer. Donc, je ne spécule pas, je commente les faits. Donc, du coup, en la matière, je ne peux pas dire ce qui va se passer parce que je ne connais pas. Ils n'ont pas communiqué. Donc, du coup, on ne savait pas si le chef d'État a été informé ou pas avant. Non plus, la présidence n'a pas communiqué sur ça non plus. Les personnalités concernées, les anciens présidents, n'ont pas communiqué non plus sur ça. Donc, dès lors, la réserve de consultants incompréhensible. Non, c'est même nécessaire. On ne peut pas aller plus loin parce qu'il faut respecter aussi les téléspectateurs. Il ne faut pas spéculer. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut attendre d'avoir des décret. Alors, oui, on a remarqué une très belle ambiance à Niamey. Chaleureuse. Moi, j'ai eu un peu de friction, hein, je dois l'avouer, en voyant le ministre nigérien de la sécurité, quand il accueillait nos chefs d'État, c'était beau, c'était bien, c'était chaleureux. L'ambiance, les échanges avec Tiani, le chef de la junte, paraissaient détendus. Bon, tout ça c'est bien. Là, c'est pour l'image, c'est l'image. C'est bien. Ils ont eu le temps d'échanger avec les autres anciens chefs d'État. Donc, ils ont échangé avec la communauté béninoise. Donc, ils ont passé. Ça, c'est plus Yahi Boni que Nicéphore Soglo. Voilà. Donc, ça veut dire que. Lui, il a son agenda. Il peut avoir notre agenda. Voilà. Donc, et c'est là, en fait, la réserve. Quel est l'agenda? L'agenda est-il, franchement, contribué à détendre l'atmosphère ou jouer son propre numéro? Alors, donc, dans le cas d'espèce, dans l'absolu, le président Soglo avait prévu une médiation, avait suggéré une médiation dans le cadre du groupe dans lequel il est vice-président, le groupe constitué par Nelson Mandela, donc avec Olusegun Obasanjo. Il a dit, et nous, moi, je l'attendais plutôt par là. Il faut saluer un nonagénaire qui prend ce risque, qui prend l'avion, qui descend et qui essaye de... C'est bien. Mais en le faisant, et en attendant que ce qui va sortir de lundi 1er juillet, donc demain, de l'audience avec le chef de l'État, s'il est prévu comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, les deux présidents devraient gérer leur posture. Parce que j'ai parlé du président Soglo qui lui l'avait annoncé, mais avant de l'annoncer, il y a eu des commentaires désobligeants. Parce qu'il a manqué de réserve qu'un médiateur devrait avoir. Lorsque vous prenez, lui, il est allé trop loin d'ailleurs. Il est allé faire de l'animation à Malanville. Il a fait de la récupération de la situation. Il a critiqué son successeur sur le dossier. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas, du point de vue éthique politique, s'il y en a qui en ont, c'est pas éthique. Donc, on peut dire que les deux avaient déjà des antécédents liés à la gestion du dossier, ce qui ne fait pas d'eux nécessairement de bons médiateurs. Mais vous savez, il y a la médiation, il y a les bons offices, il y a les facilitations. Alors, est-ce qu'ils sont des médiateurs? Non, je pense qu'ils sont des facilitateurs. Bon, c'est beaucoup plus simple. Mais ils vont échanger, ouvrir la voie, et créer des conditions favorables à ce que l'ambiance reprenne un peu. Donc, moi, je pense que oui, la mission était nécessaire. Enfin, la mission était nécessaire, oui. Il fallait bien. Peu importe de qui ça vient. Nous l'avions dit qu'il fallait que des personnalités entrent dans le jeu en facilitation ou en bon officier. Donc, les bons offices, c'est logique. Nous sommes en période, en fait, c'est pas encore la guerre entre nous.
Pas totalement. On appelle ça la période de belligérance. C'est un peu, chacun s'échauffe. On a encore, nos relations diplomatiques existent encore. On n'a pas, les deux États n'ont pas rompu les relations diplomatiques. Même si on a un ambassadeur qui est nommé, qui est là depuis plus d'un an. C'est vrai. Il y a une situation de belligérance. L'ambassade de Niamey à Cotonou n'est pas fermée, que je sache. Donc, à ce niveau, il y a encore des perspectives. Et lorsque ces anciens présidents vont aller et titiller ces perspectives, on ne peut pas leur en vouloir, dans la mesure où ils sont anciens chefs d'État. Ils sont encore en cette posture d'anciens chefs d'État. C'est des personnalités particulières qui méritent respect, qui méritent d'être écoutées. Les autorités nigériennes leur ont dressé le tapis rouge. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut attendre la suite. Oui, est-ce que c'est une bonne image quand on sait que le ministre Sam Sebudou Adambo a été, je ne vais pas dire conduit, mais n'a pas été reçu, surtout avec la lettre du chef de l'État qui estime que c'est une situation complexe. Est-ce que c'est une bonne image que ces anciens présidents qui sont déjà passés soient reçus et que celui qui est à Nation n'a pas été reçu? Vous savez, il n'y a que les Nigériens qui connaissent leur logique. Si le président nigérien a reçu Kabi Seba. Bon, lui, on sait dans quel... Donc, s'il a reçu Camille Seba... Pas au nom du Bénin. S'il a reçu Camille Seba, ça veut dire qu'il a tout le temps pour recevoir Adambi. Donc, s'il n'a pas reçu Adambi, c'est qu'il ne voulait pas le recevoir. Il faut que ce soit c'est aussi simple que ça. Il ne voulait pas le recevoir. Donc, tout ce qu'on a dit, on sait que c'est en conjecture ou bien en alibi. On a cherché des... Donc, ça, c'est d'abord le premier. La deuxième chose, les postes, vous savez... Je l'ai dit en début de crise par rapport à la position togolaise en disant, moi j'ai vu Félix Houphouët-Boigny pendant l'apartheid garder de bonnes relations avec Pretoria et les gens attaquaient pour dire mais comment on a dit que le vieux Houphouët n'est pas sérieux lorsque l'OUA a une position vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Il dit non, tout le monde ne peut pas être totalement vexé. Et lorsque tout le monde est vexé, certains doivent garder une position un peu plus digne en disant d'accord, moi j'avale et je viens pour ouvrir la voie à d'éventuels dégels. Les postures politiques anti-talons, pour être clair, de Yahi et de Soglo, ont pu servir à leur faciliter le voyage. On ne peut pas dire le contraire. Cette posture, si c'était des personnalités qui étaient dans l'entre présidentielle, qui étaient... Ils auraient pu être ici. Ce n'était pas évident parce que, en face, on dirait, oh, c'est les hommes liches de talent, donc c'est pas la peine de... Donc, leur posture politique a été assez utile. Ma question, moi, ma préoccupation en tant que consultant, mais en tant que citoyen aussi, c'est la suite. Si ça aboutit, ce serait une bonne chose. Si ça aboutit à la rouverture des frontières et au rétablissement de la situation avant 26 juillet 2023, ce serait intéressant. Mais après, on va suivre. Ça ne peut pas aboutir et créer des conditions déjà d'une détente. Alors, donc il faut attendre l'audience de demain. C'est intéressant, c'est important l'audience. Puisque c'est du Bénin qu'il s'agit. Et le Bénin aujourd'hui, son porte-voix, c'est Bonique, c'est Patrick Talon. Tout le monde a beau faire. Lorsque le pouvoir d'en face ne s'ouvre pas vers le chef de l'État, qui a tendu plusieurs fois la main, les chefs d'État ne peuvent pas prendre des décisions au nom du Bénin. Ils n'en ont aucune prérogative. Donc, il s'agit du président Talon. Le président Talon ne peut pas non plus prendre des décisions par ses anciens chefs d'État interposés, ses prédécesseurs interposés. Donc, il est évident que si cette mission n'a pas permis de créer les conditions d'échange direct entre les présidents, entre les autorités des deux pays, entre les présidents des deux pays, je ne pense pas que ça puisse aboutir à quelque chose. Si Niamey dit, j'ouvre ma frontière et refuse d'échanger avec Cotonou, ce n'est pas Cotonou qui a fermé la frontière. Donc ça veut dire une ouverture unilatérale. Bon, qui sert à les deux parties. Ça veut dire une ouverture unilatérale. Le Bénin peut en tirer les conséquences en ouvrant également. Parce que le Bénin n'était pas à l'initiative de fermeture. Mais, on va dire que c'est un dégel. Oui, mais
ça ne résulte pas d'échange entre les deux. Oui. On peut dire, bon, Thierry a envie de faire cadeau aux anciens chefs d'État du Bénin, il a ouvert. Mais ça ne va pas demander au Bénin de courir, d'aller au pied joint des deux chefs d'État, de la jeune au pouvoir au Niger. Il faut de contact direct. Le président Talon a tenté. Ça n'a pas marché. Bon, maintenant, si cette rencontre entre Soglo et Yahi a abouti à, ok, mon grand frère et Patrice, bon, ok, envoie à nouveau un ministre, un officiel, je le reçois, et on peut se parler entre hommes, ça change les donnes. Oui. Donc, quelqu'un d'autre, il serait détenteur d'un courrier de lettres de président Talon, et donc, les contacts ont été établis. Donc, pour moi, et je ne suis pas conseiller du président Talon, je n'en ai aucune prétention, je pense que si cette mission ne débouche pas sur une facilitation des relations entre les deux présidents, ça n'aurait servir à rien. À la limite, on ouvrirait les frontières à Niamey, enfin à Gaïa, au Dosso. On permettrait aux populations de venir. Sur le plan de l'activité économique, c'est pas mauvais. Ce serait une bonne chose, c'est ça que tout le monde souhaitait. Après, les relations vont peut-être prendre leur temps et on va dire, bon, Boni Yahi peut retourner à Malanville pour dire, bon, c'est grâce à Niawé que ça a pu marcher. Ouais, ça lui fera un Niawé de plus. Absolument. Voilà. Vous m'enlevez le mot de la bouche, mais bon. Je ne sais pas si le nonagénaire et Soglo sera dans la même posture. De la même chose. Chacun d'eux ayant son agenda, attendant de voir celui qui va faire la récupération le premier. Absolument. Allez, on va suivre donc cela de très près, mesdames et messieurs, pour vous rendre compte autant opportun. On va évoluer à Agapit Napoléon Bafouikan. Toujours sur nos plateaux, on a parlé de cette relecture de la loi organique du Conseil économique et social. On s'est éloigné du débat sur l'utilité de cette institution, mais beaucoup s'attardent sur cette exclusion, si je peux le dire comme ça, des syndicats. Est-ce que ça apporte quelque chose de concret, Agapit Napoléon Bafouikan? Je ne sais pas si ça apporte pas, parce que non plus, je ne fais pas été membre du conseil, je ne connais pas trop le fonctionnement. Enfin, je ne connais pas trop les raisons. Mais déjà en 2004, et je pense que les députés ont ressuscité un dossier, une proposition de loi de 2004. Alors, quelles étaient les motivations de 2004? Ça fait 20 ans. Quelles étaient les motivations? Pourquoi on a voulu amender la loi organique? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que je suis partisan d'une réforme des conseils économiques et sociaux pour qu'il aboutisse à une deuxième chambre parlementaire. Parce que j'estimais que une telle belle institution qui produit de la bonne pensée, de bonnes analyses sur la situation économique et sociale du pays. Bon, ça reste des avis. Un avis qui est bien détaillé, déjà un éclairage d'appui. On n'a pas autant d'intellectuels. On a beaucoup de diplômés. On a très peu d'intellectuels qui peuvent produire des rapports intéressants, et exploitables. D'accord. Dans un français lisible. Lisible, compréhensible peut-être. Enfin, non, parfois, non, quand c'est lisible aussi. Quand c'est cousu et décousu, c'est pas lisible. Vous allez commencer par dire, mais comment on prononce ceci? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Donc, ça pose un problème. Donc, on a d'énormes problèmes. Mais moi, cette institution, j'ai eu à travailler dans une certaine vie avec. J'ai fait un peu de la communication, un atelier, et on a eu le temps de... Ils travaillent bien, ils produisent. Mais c'est fait que leur production, c'est en direction du président de la République et du membre de l'Assemblée nationale. Donc, ils ne peuvent pas rendre public leur production. Ils ne peuvent pas donner beaucoup d'avis. Ils peuvent faire des consultations. Mais après, ils envoient au chef de l'État pour appréciation. Donc, c'est un outil de luxe à la disposition du chef de l'État. Alors, du coup, la question est de savoir, est-ce que la composition, est-ce que l'orientation, est-ce que les délibérations CI au chef de l'État? Parce que c'est lui qui prend les décisions in fine. Est-ce que ça lui sert? Voilà la question du Conseil économique et social. Donc, pour moi, il appartenait au chef de l'État seul d'apprécier l'utilité de cet organe et de le maintenir ou de ne pas le maintenir. Moi, j'étais partisan toujours qu'on le renforce. Pour moi, le Conseil économique et social était meilleur, beaucoup meilleur que le médiateur de la République. Je dois le dire. Et que par sa composition déjà. Que le haut responsable médiateur qui est là ne m'en veuille pas, je veux à son poste. Mais pour moi, depuis le début, j'ai toujours dit que le médiateur de la République, tel que c'est conçu,
ne nous apporte pas grand-chose. Il y a déjà au niveau du Conseil économique et social un certain nombre de mécanismes qu'on a pu. Donc, cette révision a peut-être un effet. Oui, on va parler des syndicalistes. Oui. Mais honnêtement, tous les Béninois sont syndicalistes à leur manière. À mon humble avis, tous les Béninois On sont parle même de... chacun travaille quelque part, chacun a des choses à revendiquer, chacun a des choses à dire. Alors, moi, l'avancée pour moi, je ne veux pas m'attarder sur les failles parce que je ne suis pas député, mais je trouve que l'avancée, c'est déjà déconcentrer le conseil. C'est un conseil économique et social. Doit être au fait la population. au fait des réalités du pays. Au fait des réalités du pays. Donc, le système de le rapprocher des réalités du pays, pour moi, est une avancée. La deuxième avancée, c'est l'introduction de la chefferie traditionnelle d'une certaine manière. Le fait qu'on ait recours à certaines personnalités qui jouent un rôle social important dans nos communautés, qui arrivent à faire de l'intermédiation sociale, qui jouent dans je parle de médiateur de la République. Bien sûr. Ça, c'est l'intermédiation politique. Mais si on a une intermédiation sociale, sociétale, acceptée de fait par les populations, qui y vont à cœur joie et qui trouvent plus de satisfaction que d'aller devant la justice. Donc, je pense que l'introduire de manière officielle, pour moi, est une avancée sérieuse. Donc, je dirais que les camarades syndicalistes m'excusent, chacun défend peut-être ce qui semble mieux. Moi, je ne me trouve pas dans la posture de défendre, enfin, de m'offusquer de leur sortie. C'est pas... Non, mais ils disent que dans tous les CES du monde pratiquement, en tout cas pour ce qu'on a vu pratiquer, il y a toujours les syndicats. Est-ce que c'est pas un argument assez valable, Agapit Tapulema Foriga? Bon, alors, donc, c'est un effet de mode. Non pas d'utilité, mais de mode. Non, bon. Moi, de toute façon, leur communication, moi, j'ai pas envie de rentrer dans leur communication. Ils s'en remettent au chef de l'État. Voilà, donc c'est qu'il appartient au chef de l'État d'apprécier. Voilà, je pense que... Maintenant, à partir de ces structures, vous connaissez, ça permet d'ajouter un pédigré en plus à son, et quelques jetons qui viennent renforcer aussi le panier, le revenu. Oui. Personne n'est contre tout ça. Quelques avantages pécuniaires, un passeport peut-être diplomatique ou un petit service, je sais pas. Les avantages qui vont avec. Une assurance par là. C'est des choses que personne ne rejette. Et donc, ceci peut expliquer cela. Mais moi, j'estime que, oui, il y a eu des avancées. Oui, il y en a eu. C'est bien des programmes que certains y ont laissé leur position. Désolé pour eux. Mais, parce que moi, ailleurs, je me désole aussi que dans mon camp, les médias, on a perdu la plume. Bon. La Commission des droits de l'homme, par exemple. Hein, dès qu'on taille, on enlève les médias ici, on taille, on enlève les médias là. Alors donc, vous ne me voyez pas en train de me plaindre pour eux. Je n'ai vu aucun syndicaliste se plaindre pour les médias. Donc vous ne me verrez pas non plus. Donc, c'est pour dire que chacun syndicaliste à sa manière, chacun défend son cas. Mais je pense que la réforme a eu une utilité. Et peut-être qu'il est important, peut-être que les députés elle l'explique suffisamment. Ce qui est déplorable aussi, c'est que, bon, vous savez, les lois sont votées parfois, mais après, il n'y a pas le service après-vente. Donc, normalement, il doit y avoir un service parlementaire. On a télévision musique, ou radio musique, mais il n'y a pas vraiment... de vulgarisation. Il n'y a pas une explication. On n'a pas le texte final. On n'a pas une manière de communiquer sur le contenu de la loi votée, des motifs par lesquels. Donc, on vote, on donne la parole à 2-3 personnes qui donnent leur avis, et puis on passe à autre chose, non? La loi s'impose à tout le monde. Nul n'est censé ignorer la loi. Et aujourd'hui, qu'on essaie des instruments aujourd'hui qui permettent aujourd'hui d'aller de suivre de son bureau et de n'importe où les débats parlementaires, c'est une très bonne chose, mais encore faudrait-il qu'on décrypte plus et qu'on comprenne le pourquoi de tels changements. Ça va toujours, ça aide, ça permettra aux langues nationales de reprendre ce genre de choses et de permettre aux populations à la base, la plupart analphabètes, de comprendre qu'une loi a existé, une loi a été changée, une loi. On n'a pas souvent cette facilité à l'heure du numérique, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà. Mais personne ne parle de cette violation de la Constitution, parce que la Constitution a dit que les lois doivent être vulgarisées dans les langues locales. Bon, on ne va pas vous relancer là-dessus. Vous nous tendez la pêche, Agapit Tapulema Africain, pour parler à présent de la désignation des représentants de la RAC, la désignation donc par le Parlement de ses représentants à la RAC. On a
eu, je vais dire, une procédure différente de la normale. On a vu que cela a été fait, Agapit Napoléon Bafouikan, en plénière avec débat. La question, Oui. la question c'est de savoir, bah, est-ce une avancée, cette nouvelle méthode de le faire? Alors, c'est la première fois que la désignation passe par la plénière. Oui. Avant, c'était une désignation par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est logique. Tant que c'est une désignation par l'Assemblée nationale, ça devrait aller par la plénière, obligatoirement. Donc, le débat était nécessaire. D'accord. Donc, c'est une avancée pour vous, Agapit Napoléon Non, non, je n'ai Bafouikan. pas dit que c'est... Bon, j'explique. J'ai expliqué. Puis la question était de savoir si c'est une avancée. Vous m'obligez à aller peut-être... Moi, je ne peux pas dire que c'est une avancée. Ok. Parce que le modèle n'est pas le même. Avant, c'est le bureau qui désignait. Maintenant, on a évolué vers la plénière. Quelle est la motivation? Là également, je parlais de la pauvreté d'explication. La pauvreté du débat. Je n'ai pas d'éléments pour dire pourquoi on est passé du bureau de l'Assemblée nationale À la plénière. à l'Assemblée nationale. Vous voyez, je suis mal à l'aise par rapport j'étais mal à l'aise par rapport à cette loi organique qui a été amendée en son temps De la RAC. de la HAC, parce que je n'en ai pas trouvé le contenu. Je ne sais pas pourquoi ça a été amendé. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à dire, des choses à faire, dans un contexte où le président de la République interpellait la profession et lui donnait la main. On est allé à un amendement au forceps et à très minima, avec des éléments qui n'ont pas permis d'avancer logiquement. J'ai répondu finalement à votre question. Non, on n'a pas avancé, on a plutôt reculé. Ah. On a plutôt reculé. Regardez, vous avez parlé de plénière. Lorsque les premiers membres de la Cour constitutionnelle devraient être désignés Oui. et que le bureau de l'Assemblée nationale les avait désignés, il y a des conseils de président Michel Soglo, on était en 92 à 93, qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour dire que le bureau a fait même basse alors qu'on a dit que ne peut monopoliser le pouvoir. Je pense qu'il y avait dans la foulée un conseil, Maître Gaïv Mouanou, il vit encore. Et la Cour a répondu que c'est une prérogative du bureau de l'Assemblée nationale et non une prérogative de l'Assemblée nationale. Que à l'Assemblée nationale, il y a des prérogatives du président de l'Assemblée nationale, que lorsqu'il est consulté, lorsque le président de l'Assemblée est consulté, il ne demande pas à consulter le bureau. Il donne son avis en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc, lorsque le président de l'Assemblée nationale est consulté, c'est ce qu'il fait. Lorsque le bureau de l'Assemblée nationale est consulté, légalement, c'est ça qu'il fait. Hein, il demande, le bureau se réunit et prend sa décision, notamment par rapport aux membres du gouvernement, à la nomination des membres du gouvernement. Donc, lorsque le bureau de l'Assemblée nationale doit désigner, ils ont leur modèle, ils ont leur règlement intérieur à gérer ça. Et lorsqu'une désignation doit passer par la plénière, c'est à sa manière. Donc, que le bureau de l'Assemblée désigne, c'est pas un peu. Donc, voilà, en 93. Quand on revient à la HAC, c'était la même chose. La HAC, la loi organique 92-08 du 21 août 1992, si je me trompe, portant loi organique de la HAC, a prévu, presque actuellement, que les membres de la HAC sont nommés, la HAC est constituée de 9 personnes, 9 nommés, 3 nommés par le président de l'Assemblée nationale et 3 nommés par le président de la République, 3 nommés désignés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 désignés par la profession. Donc, et 3 désignés par la profession. Oui. Alors, lorsque les premières nominations ont eu lieu, Oui. il y a eu montée au créneau des professionnels de l'époque. Et la Cour constitutionnelle a dû clairement et casser cette loi-là et les désignations. Et il me semble qu'il y a eu une autre loi organique qui a, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article là, non conforme à la constitution de nomination, de désignation, et a demandé qu'on explique le mot de désignation des membres. Donc, c'est là qu'on a mis une personnalité, un communicateur et un juriste pour le président de la République, une personnalité, un communicateur et un juriste pour le bureau de l'Assemblée nationale.
et un presse écrite, un audiovisuel et un technicien de télécommunication pour la profession. Alors, mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que la loi à l'article 17 a dit la HAC est composée de 9 membres. 3 par le président de l'Assemblée nationale. Donc 3 personnes. Non, même pas le président de l'Assemblée, dont 2 personnalités et un juriste. Donc on a enlevé le communicateur. 3 par le bureau de 3 par l'Assemblée nationale. Oui. 3 par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc 2 personnalités et un juriste. Et 3 par la profession, un presse écrite, un audiovisuel, un technicien. Là, on n'a pas touché. Et puis, on est allé plus loin maintenant. On dit le représentant de la presse écrite, de l'audiovisuel, sont désignés par élection nationale. Donc, on a réglé la question des désignations des journalistes. Et on ne peut pas toucher au chef de l'État, lui, c'est une prérogative personnelle. Oui. Et le bureau et l'Assemblée nationale, comment ils sont désignés? On n'a pas dit conformément au règlement intérieur. Ce qui a ouvert la voie au débat qu'on a eu le vendredi 28 juin. Alors, il faut que les députés nous permettent d'avancer. Je pense que sur cette loi, ils n'ont pas fait dans l'intelligence. Et moi, je ne parle pas de la position des démocrates qui sont dans la négation et dans des jérémiades. Peut-être on va revenir sur la position. Je ne vais pas être dans cela, je ne parle pas de ça. On va revenir sur la position. Restons sur ce développement que vous faites d'Agapit Napoléon Maforika. D'accord, donc je ne suis pas dans leur jérémiade, mais je dis, pourquoi extirper les 2 communicateurs pour mettre des personnalités, par exemple? Bon, ce débat, on aurait pu le faire à la modification de la loi organique. Bon, les fêtiers ont disparu. Les fêtiers, en ce moment-là, leur préoccupation, c'était l'élection. Il y en a qui ont fait un peu du lobbying pour qu'on en arrive à une situation parce que les gens, c'était d'abord mandat renouvelable, c'est arrivé pour ceux qui ont fait ensuite, ils ne voulaient pas que tu fasses la profession qu'ils le fassent, que tu fasses maintenant une élection. Donc c'était la bataille des gens. Donc c'est pour ça que je parle de subrepticement. Je pense que la modification organique n'a pas été faite de la manière la plus ouverte. Il n'y a pas eu le débat qu'il fallait avoir. Donc ça a fait que on a sorti cette loi qui n'est pas une avancée par rapport à celle qui a existé. L'avancée, c'est que le mandat est renouvelable comme tous les autres mandats. Mais est-ce que la HAC est une institution dont le mandat doit être systématiquement renouvelable? Voilà la question. Moi, j'y ai été. Quand vous avez envie de renouveler votre mandat, vous ne vous mouillez pas totalement. Nous, on a fait. Moi, je suis fier de la mandature dans laquelle j'ai été membre. Parce que nous avons... On n'y est pas allé parce qu'on voulait être populaire. Et j'avoue qu'à la fin, on était moussé, effectivement. Mais quand tu as envie de revenir, tu as oublié de caresser les gens dans le sens des poils. La régulation des médias est un acte. C'est la régulation de la liberté. La régulation des médias est un acte difficile, compliqué, complexe. Donc, on ne peut pas y faire facilement. Les gens regardent la Cour constitutionnelle comme peut-être l'institution à laquelle il faut faire les yeux doux. C'est vrai, parce qu'elle agit sur les hommes politiques, la plupart les lois, les décisions. Mais la HAC, sa mission est plus complexe que la mission de la Cour constitutionnelle. Dire du droit sur une loi, c'est facile, que de réguler la liberté. Réguler la liberté est complexe. La preuve, j'ai vu les confrères s'attaquent plus à la HAC, ils n'ont pas cas de presse, ils attaquent la HAC, ils n'attaquent pas la profession. Puisque c'est la HAC qui délivre les... Non, c'est pas la profession qui délivre. Que font les fêtiers? Mais vous laissez votre organisation et vous allez voir l'institution qui a le pouvoir. Non. Vous, comment votre fêtière est organisée? La décision que nous on avait prise en 2015, en 95 et en 2005, septembre 2005, sur la carte de presse, il me semble que qui a été incorporé au cours de réformation, est clair. Les fêtiers jouent un rôle important dans la question de la carte de presse. Alors, quelle est leur bataille là-dessus? Quelle est leur priorité? Mais vous laissez et vous allez faire la HAC. Par exemple, je prends ce cas. Alors que la HAC contribue, comme la régulation, c'est la politique de l'État en matière de communication. C'est la politique de l'État en matière de communication. Donc, la liberté de la presse est garantie et protégée en République du Bénin, est assurée en République du Bénin, elle est protégée par la haute autorité de l'organisation dans les conditions fixées par une loi organique. Donc, l'État garantit la liberté de presse au Bénin et la fait protéger par la HAC, par une loi organique. C'est cette loi organique qu'on a amendée en 2022 devrait dire dans quelles conditions
de manière sérieuse, cette liberté de presse est protégée. Tout en maintenant. Mais elle n'a rien dit là-dessus. Oui, mais ça va être complexe, justement parce que ça va être complexe de dire dans quelle manière cette liberté de presse est protégée à Agapit Napoléon Bafouika. Du coup, on assiste à quoi on assiste justement. On dit plus rien. Non, moi je ne justifie pas le silence à Agapit Napoléon Bafouika. Non, c'est le rôle des députés de le faire. Et des fêtières de faire des propositions. Ou des personnalités. Mais qui a été consulté? Donc, je peux dire humblement que je fais partie des personnalités de la profession. Même, je ne mets pas tout au centre. À moi, il y a d'autres meilleurs, sans doute. Mais qui a été consulté sur le sujet? Pourquoi on en a... Donc, il y a assez de choses à dire sur cette loi-là. Alors, donc, la situation de 28 n'est qu'une situation qui a ouvert le banc sur les incohérences qu'on a dans cette loi-là. Parce que, en quittant le bureau de l'Assemblée à la plénière, beaucoup étaient surpris même. C'est là qu'ils se sont rendus compte que c'est un débat en plénière. Beaucoup s'attendaient à ce que ce soit le bureau qui désigne. Parce qu'ils n'avaient pas lu la loi. Donc je pense qu'il faut déjà faire cette avancée. Cette loi doit être relue et corrigée. Elle n'apporte pas grand-chose. Bien au contraire. Moi, c'est un plaidoyer qu'il va falloir faire humblement en direction du président de la République, mais également en direction des membres de l'Assemblée nationale. Peut-être la mandature qui va commencer en 2026, la législature, pour demander que les politiques ne peuvent pas prendre d'assaut encore plus l'âtre. Dès que vous dites personnalité, on est en politique. Oui. Vous dites personnalité, on est en politique. Moi, j'ai rien contre personnalité. J'en suis un aussi. J'en suis un. Je ne peux pas dire que j'ai quelque chose contre. Mais en matière de régulation des médias aujourd'hui, avec le numérique, le droit du numérique qui s'est invité, avec le droit de l'intelligence artificielle qui s'invite. Nous sommes au 3e, au 4e temps. De nouvelles ordres économiques, de nouvelles ordres de la communication. Oui. Quand on parlait de ça, dans les années 70-80, le NOMIC, nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, nous y sommes. Mais on a quitté déjà ce nouvel ordre, l'intervention de l'ordinateur. On est passé au numérique, on est passé au GSM, je veux dire, le numérique, le tout numérique et l'intelligence artificielle. Quand on est allé là, à tous les secteurs de régulation, tous les éléments, le contenant, le contenu. Aujourd'hui, quand on prend le ministère de la Communication, il y a qui? Il y a moins de gens de la communication que du numérique. Beaucoup, le ministère, c'est la digitalisation. Oui, parce que les données ont évolué. Aujourd'hui, parler de communication, c'est ouvert, c'est un champ très ouvert. Donc, on est dans la digitalisation. Ministère du numérique et de la digitalisation. Où sont les médias dans ça? Ils ne sont pas là, le chef d'État l'avait dit. Comment on a récupéré alors le socle média? Le socle média, c'est les médias comme on les connaît, mais c'est les médias également du point de vue du contenu, donc de la production, donc la qualité de ceux qui sont dans la profession, comment on entre, comment on évolue, l'entreprise de presse en question, comment elle est organisée, comment elle est protégée, comment est le journaliste que vous êtes, comment est l'entreprise dans laquelle nous sommes ici, comment ils sont protégés, comment ils sont, comme ne sont pas n'importe quelle entreprise, c'est pas n'importe quelle entreprise. Donc comment elle est gérée. La matière qui sort, qui est l'information, ne peut pas être donnée de n'importe comment elle est régulée. Il y a un droit désormais de la régulation des médias. Bien sûr. Il y a un droit du cyberespace. Il y a un droit du numérique. Il y a un droit de l'intelligence artificielle. Donc, si vous, aujourd'hui on a dit une personnalité, cette personnalité vient du monde politique, il nous apporte quoi fondamentalement? Son regard. Pendant ce temps, il y a des technicités qui évoluent. On a aujourd'hui, la RAC a autorisé plein de médias en ligne. Qui est compétent à l'interne aujourd'hui pour parler des médias en ligne? Ainsi de suite. Donc, il n'y a que déjà dans la composition des 9 membres, il y a un gros problème qu'une révision intervenant en 2022 devrait régler et qui n'a pas réglé. Alors les gens se chamaillent sur les victimes. Les professionnels même se chamaillent sur comment il faut les désigner. Les politiques se chamaillent sur comment il faut les désigner. Et on dit, mais alors, et à l'interne, oui, ils ont réglé la question des émoluments aussi. C'est bien. Il faut, là je suis d'accord aussi. Mais après, comment vous travaillez?
Comment vous travaillez? Donc c'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Alors, à mon humble avis, ce qui s'est passé le vendredi a ouvert peut-être le champ à la situation de cette loi qui a été votée tant qu'on est avec des motivations dont je ne sais pas, mais qui mérite d'être revue. Sinon, quels que soient les bons, disons, les bonnes intentions, les bonnes intentions des nouveaux membres de la HAC, quel que soit, bon, peut-être que si le chef d'État lui-même s'implique, parce que personnellement, il s'est impliqué pour beaucoup de réformes. S'il s'implique, comme il sait le faire, il peut sortir de lui, il peut sortir beaucoup de choses positives. Il a demandé à la HAC de lui faire des propositions par rapport aux réformes dans les médias. La mandature a fait, la mandature finissante a fait. Bon, j'ai été associé d'une manière ou d'une autre vers la fin, mais il est évident qu'on peut aller plus loin que ce qui a été fait. Mais ce qui a été proposé déjà est un début. Mais après, il faut faire partager ça. On peut partager ça par peut-être les acteurs dans le cadre peut-être d'une grande campagne de vulgarisation ou je ne sais pas quoi, où les gens apportent leur concours, apportent leur amendement. Aujourd'hui, les états généraux de la presse en France, les états généraux de l'information en France prennent un an, pratiquement. C'est-à-dire que c'est les moments, c'est pas un grand forum où on parle, on se quitte, non. C'est plutôt des moments ouverts qui permettent aux gens de faire des propositions, donc on collecte beaucoup d'informations. Et on fait le point après, on dégage l'essentiel. Je pense qu'il faudrait faire un peu une sorte de médiation, ou bien de lobbying, ou bien il faudrait vraiment, franchement faire... enfin, c'est ce que vous faites déjà, il y a un gros plaidoyer. Oui, exactement, essayer de faire le plaidoyer pour que les autorités, que ce soit le président de la République, ou le bureau de l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée nationale, ou nos députés, essaye un député est l'élu de la nation, donc le débat peut venir de lui, essaye d'évoquer la question des médias et de leur régulation. Je pense que les médias ne sont pas bien régulés par rapport à leurs tests. Il faut de mieux. Vous savez, ils sont 9 conseils. Ils sont assistés d'un secrétaire général. Mais quels sont les moyens de ce secrétaire général? Quel est le profil du secrétaire général? Quel est quand on dit le profil? C'est la typologie. Qui est secrétaire général et comment il travaille, avec quels moyens, avec quel cadre, avec quelle ossature. Moi, comme je l'ai dit, le secrétaire général de la HAC, c'est peut-être le bureau des usagers d'une administration quelconque. Ailleurs, c'est pas du tout outillé. Et je sais de quoi je parle. Donc, sur des années, des efforts ont été faits, mais on est loin de ce qu'on doit avoir. Il nous faut une direction générale de la régulation, différemment d'un secrétaire général, par exemple. C'est une manière de voir. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là sur lesquelles on peut travailler et que les députés n'ont pas pu intégrer à cette loi. Mais vous pouvez accoucher tout ça là dans un test et le faire parvenir. Oui, bien sûr, mais ça c'est à quoi? Il faut faire le plaidoyer. Il faut faire le plaidoyer. Oui. Vous ne pouvez pas vous lever tout de go et envoyer un test à quelqu'un pour dire bon, change. On ne change pas. L'initiative de loi appartient au chef de l'État et aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est au détour de cette législation que cette question a été soulevée. Moi, au moment où ça a été fait, disons que si je devais intervenir trop, c'est comme s'il y avait une sorte d'agenda personnel. Mais parce que la bataille à l'époque, c'est comment les professionnels vont être désignés. Donc beaucoup étaient plus sur leur désignation. C'était le renouvellement du mandat. C'est comme si vous êtes contre le renouvellement du mandat de quelqu'un. Vous voyez comment on raisonne. Donc, il fallait laisser. Aujourd'hui, on a fini de désigner au niveau de la profession. Et là, ça peut permettre de parler pour ne pas aller contre quelqu'un. On peut dire, voilà, ton intervention, c'est pas que tu vises telle personne. Et surtout quand vous êtes ancien dans le secteur, on a l'impression que... de quoi je me mêle. Voilà. Donc, disons que les fêtières ont failli énormément. On énormément failli, n'apporte aucune valeur ajoutée au débat. Et ça fait que, bon, ils sont dans la revendication. Ah, liberté de presse. Ah, on a tué, on a frappé un journaliste. Non. On a déjà dépassé ce niveau-là. Il faut qu'il y ait les conditions de confiance dans l'exercice de la profession, du professionnalisme, du fait que le journaliste vive et respecte les lois de la République, respecte la dignité des personnes humaines. Parce qu'il connaît les tests, il connaît sa matière, il connaît son travail. Un soldat qui tue, qui tient mal son arme et qui la tue, tout le monde va critiquer. Mais un journaliste qui diffame à longueur de temps, on a l'impression que c'est la liberté de presse. Non, c'est le libertinage de presse, c'est l'anarchie de presse. On ne peut pas le tolérer. Mais il y a des structures qui applaudissent ça. On ne peut pas être d'accord avec. Donc, c'est dire que le débat est large et mérite d'être fait à large échelon, à large échelle, à large niveau, que
que la révision de la loi organique qu'on a eue, ou que le débat malheureux antidémocrate, enfin contre-démocratique des démocrates du 28 juin, je trouve que quitter les lieux, c'est faire preuve de, c'est manquer de respect à l'institution. Bon, c'est pas la première fois qu'ils le font non plus. Exactement, exactement. Donc du coup, ils savent bien que ce qu'ils revendiquent, aussi bien dans le formel que dans l'informel, n'est pas un droit. Et lorsque vous revendiquez n'est pas un droit, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait. Moi, je n'ai pas eu de plaidoyer, parce que je dis, tout ce que je dis n'est que des manières de voir. Hein, tout ce que j'ai dit là, c'est que des manières de voir. Ça ne vaut pas vérité absolue. Parce que d'autres regardent. Quand moi je dis, mais on a extirpé 2 communicateurs et on insère 2 personnalités. Et on me dit, mais enfin, il n'est pas personnalité. La personnalité va dire, mais pourquoi regarder ce que lui raconte? Parce qu'une personnalité a envie de dire, c'est des postes nouvellement créés pour lui. Mais la HAC ne peut pas être un refuge de personnalité. La HAC est plus important. La HAC est trop sérieuse pour ne être que ça. Les personnalités ont leur regard. Et quelles personnalités encore? On aurait dû définir. Moi, je respecte ce qui a été désigné par la HAC, par l'Assemblée nationale, parce que ils y sont déjà. Ils ont montré leur compétence, leur niveau, et de loin, que ce soit le conseiller Aaron Nkoum, que ce soit le rapporteur Bagidi, Fernand, moteur, c'est des pignons essentiels du management, du pilotage de l'institution qui est en train de finir. Ça, c'est peut-être une chance. Comme d'autres mandateurs ont eu leur chance aussi d'avoir des bons membres. Donc, mais on a connu des personnalités totalement à tonnes dans l'institution. Je n'ai pas envie de donner de nom. Donc, ça fait que il faut éviter. Quand on parle des juristes, c'est la même chose. Un avocat, un juriste, celui qui a un droit. Celui qui a fait le droit. Non, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Aujourd'hui, comme le droit est spécialisé en palette, il faut aller à des niveaux plus importants. Donc, il faut peut-être voir un peu la spécialisation. Et ça, c'est la loi organique qui devrait le préciser. Aujourd'hui, vous voyez, en 92, ces choses étaient faciles. Mais aujourd'hui, le champ a évolué. Même le champ des médias. Pourquoi on veut qu'il soit, on mette, c'est magistrat, c'est droit, c'est juriste, tout ça là, oui. Mais au niveau de la profession, au niveau du journalisme et de la communication, c'est la liberté de presse. Donc, restons dans le secteur liberté de presse. Il y a beaucoup de secteurs qui méritent d'être représentés. Alors donc, si c'est une chambre, je vois le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas rempli de personnes halogènes. Hein, le Conseil supérieur des comptes n'est pas rempli de personnes halogènes. Alors, il ne faudrait pas que la haute institution des médias, la Cour constitutionnelle qui dit du droit n'est pas remplie de personnalités. Alors donc, il ne faudrait pas que la haute juridiction des médias soit, la haute administration des médias soit remplie de personnalités. Donc, ça fait combien? Ça fait 4 personnalités sur 9 membres et 2 juristes de niveau, ouvert. C'est pas des juristes. Donc, juristes tout simplement. Donc, c'est pas suffisant. On peut aller plus loin. On peut rêver du mieux. Et on a, en termes de compétences, du mieux. Donc, on peut travailler pour avoir mieux si on a envie que l'institution travaille. Après, oui, il faut faire l'option aussi de confier à l'administration un certain nombre de travail, comme ça se fait à la CEP, comme ça se fait ailleurs, et doter l'administration donc des moyens, une direction de la régulation, bref, comme je l'ai dit. Donc, il faudrait peut-être, on a peut-être l'occasion de décliner quand on aura toute l'équipe. Peut-être, voilà, justement, quand le chef de l'État nommera. Exactement, quand on aura toute l'équipe, peut-être dans le cadre d'un forum politique, on pourrait peut-être aller plus loin pour satisfaire mes amis qui demandaient ça, ce débat depuis, on ne le fait pas. Mais il fallait bien attendre que les désignations soient faites. Oui. Et qu'il n'y ait pas que les jeunes. Aujourd'hui, bon, il reste sur le chef de l'État, lui. Oui. Il prendra qu'il veut, donc c'est pas ces débats, c'est pas ces échanges qui vont perturber son égrégore. Mais je pense que les députés les démocrates ont compris que une minorité reste une minorité. Oui, mais il n'y a pas un droit le droit de la minorité, c'est ils ont déjà eu tous les droits conférés à la minorité. Ils votent contre. Ils se sont brimés. Ils votent contre. Oui, mais quand eux votent contre, c'est la démocratie qui prévaut. Et quand, ça dit que quand leur vote de blocage, lorsqu'on a rejeté ici la révision de la Constitution, vous avez vu comment lire, comment tout ça allait dans tous les sens. Là, ça c'est la démocratie, ainsi c'est ça. Mais lorsque les autres aussi, il faut prévoir leurs droits, on trouve que la démocratie est en danger. J'ai entendu regretter. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Pour un ancien parlementaire comme lui, il faut qu'il soit cohérent. Aujourd'hui,
le bureau de la même, les dernières décisions de la Cour constitutionnelle sur la question de minorité-majorité, c'est clair. C'est un concept. Bon, la Cour ils casuistique. se sont bien embrouillés là-dessus. Hein. Non, la Cour constitutionnelle est très claire là-dessus. La loi parlait, le règlement de l'Assemblée nationale, article 2B, a parlé de configuration politique. Autant que faire se peut. Le bureau de l'Assemblée est bien, autant que faire se peut. Donc, le faire se fait ne fait jamais. Hein. Non. Ça, c'est écrit. C'est à l'interne, d'accord. C'est écrit, c'est même pas une affaire d'interne. Autant que faire se peut. C'est du français. Bien sûr. Donc, ça ne peut jamais valoir obligation, imposition. Ça vaut négociation. Qui n'a pas à Attendez, ça vaut négociation. Alors, pour négocier, il faut être en mesure de donner. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs débats ici, vous êtes dans une posture où vous votez contre. Même là où vous mangez, vous votez contre. C'est-à-dire que là où on vous associe et vous voyez tout, le bureau, le fonctionnement du président de l'Assemblée nationale, le rapport, ça vous voyez tout. Même le propre budget de l'Assemblée nationale, vous votez contre. Alors, quand vous votez contre, finalement, vous voulez quoi? Et maintenant, vous voulez que les gens vous donnent vous fassent des facilitations? Non, l'Assemblée nationale, c'est pas une sacristie. C'est pas non plus non, l'Assemblée nationale, c'est un lieu de grand débat, c'est un lieu de comme j'aime le dire, c'est de virilité politique. C'est pas donné à des enfants de cœur. Donc, vous devez vous préparer à faire et affronter. Vous donner des coups, vous devez savoir recevoir. Vous votez contre les autres, vous devez apprendre à ne pas avoir leur vote. Et ainsi de suite. Mais c'est ça, les démocrates, mais ils font une mauvaise. Ils ont fait état général de communication, mais ils n'ont pas évolué dans leur communication. Ils font une très mauvaise communication. Là, au moins, ils essayent de négocier. Non, la meilleure manière de négocier, c'est de commencer par donner. Quand vous êtes minorité, vous devez commencer par monter la voie que vous êtes ouvert au dialogue. Il faut être deux. Pourquoi vous voulez que l'autre donne? Et vous n'avez pas donné. Donc, il faut que les démocrates changent leur posture. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est pas leur jérémiade, leur lamentation n'impacteront personne que ceux qui veulent remplir les lignes des revues scientifiques. Parce qu'en réalité, on n'en sera pas à au début. Et la démocratie, ce n'est pas le chantage. Et ça ne saurait jamais être le chantage. Ça ne peut qu'être la négociation, effectivement. Et donc, dans la négociation, qu'est-ce que tu mets dedans? Ça ne peut pas être, toi tu donnes, moi je prends. Parce que je suis minorité. Être minorité ne vous accorde pas tous les droits. Vous avez le droit d'exister comme une minorité. C'est important. Absolument. Voilà. Allez, on va finir avec Napoléon Bafouréka. On a encore quelques minutes pour parler de ces législatives en France. D'après les premiers résultats, le Rassemblement national est en tête du premier tour avec 34% des voix, suivi du Nouveau Front populaire avec 28,5% et le camp présidentiel est à 20,5%. Là, ça va se jouer entre les deux premiers au second tour, Agapit Napoléon Bafouréka. La question, est-ce le camp présidentiel? D'abord, des choses, ce n'est pas les résultats, c'est la première tendance sortie des urnes. Oui. Donc, c'est le sondage. Bien sûr. Voilà. La deuxième chose, c'est généralement, on n'est pas loin. C'est des estimations. Il ne faut pas qu'on embrouille notre téléspectateur. Même si on n'en est pas loin, on n'est pas au résultat. C'est vrai. Globalement, quand ça soit comme ça ne change pas. Ça change pas. On a raison. Mais il faut qu'on utilise les expressions qu'il faut utiliser pour qu'on soit en face. Donc, c'est des estimations. Donc, globalement, c'est le résultat, en fait, globalement. Mais utilisons les expressions appropriées. Voilà. Ça, c'est le premier dit. Le deuxième, non, au second tour, tout le monde y va. Il n'y a pas de premier. Ici, on est en législative. Ce n'est pas la présidentielle. Il y a que, il y aura des triangulaires. Vous voyez, le score. Là maintenant, c'est les élections législatives. Bien sûr. Et le score, c'est le score de masse, ce que nous avons. C'est un peu comment, mais ça ne fait pas élire tout le monde. Il se fait que certains ont atteint le seuil pour être élus. Et ça va donc à des endroits donnés, on peut avoir des partis qui se maintiennent. Et donc à des endroits donnés, les partis vont dire non. Vous, Angèle, vous êtes compatible à nous. Donc au lieu que nous mettons un candidat pour vous empêcher, qui va encore prendre vos voix, on préfère ne pas, on demande à notre candidat de se désister en votre faveur. Et donc, on ne met plus de candidat. On peut même ne pas donner des consignes de vote et ne plus proposer un candidat. Vous comprenez? Donc, le jeu est encore ouvert pour le dimanche 7. Mais
les tendances issues des urnes étaient déjà ce qui était Prévisible aussi. projeté par les sondages. Et globalement, ça répond aux tendances depuis 2 ans pratiquement. Je pense que, oui, le Rassemblement national est en passe de devenir la première force politique claire aujourd'hui de la France. Après, c'est de savoir pour quelle France et pour quelle gouvernance. C'est la question. Et ça, c'est, je vous parlais tout à l'heure des réflexions sur la liberté de presse. Voilà les réflexions à mener par les théoriciens de la démocratie. Il faut ouvrir les réflexions appropriées. Est-ce que le peuple qu'on gouverne est encore dans la logique de 58-62, de la Constitution de la 5e République française? Voilà le débat qu'il faut mener. Alors que les théoriciens disent, ah non, c'est le peuple, mais où est le peuple? Le peuple, c'est celui qui sort pour voter. Absolument. Mais celui qui proteste contre l'organisation du système, c'est toujours le peuple. Il appartient aux dirigeants clairvoyants de trouver les mécanismes pour amener le peuple à quelque chose le peuple qui est dans l'indécision, qui est dans le doute, de retrouver confiance. Et dans l'Europe libérale aujourd'hui, dans le monde libéral, on n'en est pas. On voudrait suivre le débat Trump-Biden. Mais quelle pauvreté, mais quelle inquiétude pour la plus grande puissance du monde. Mais là, au moins, on connaît la fougue de mais là, au moins, c'est les Trump. grands électeurs. Là, c'est un système de grands électeurs et par État. Donc, c'est un système modulé pour permettre quand même la crème de décider. Je pense qu'il y a une grande réflexion à faire. Pour ceux qui répètent mécaniquement comment on fait le chapelet de Rosaire, démocratie, je pense qu'ils ont intérêt à comprendre que le monde a changé. Le monde de l'après-guerre mondiale est terminé. Nous sommes dans un nouveau monde avec de nouveaux paradigmes et que le mécanisme démocratique du départ, ouais, l'Allemagne qui a prévu le principe de la grande coalition, est plus tranquille, même si elle a ses problèmes, ne connaît pas cette situation que la France connaît actuellement. Ne peut pas. La France aujourd'hui est ingouvernable. Dimanche prochain, on aura un Assemblée nationale qui n'aura pas 50%. Donc il n'aura pas la majorité absolue au Parlement. Donc il n'a pas le nombre pour gouverner, exactement comme Macron il y a 2 ans. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander de former un gouvernement. Oui. On va se retrouver dans une situation. Mais c'est pas possible. La France, c'est une puissance mondiale. Elle ne peut être gouvernée depuis 2 ans comme ça. Et ainsi de suite. Donc, mais bon, moi, j'ai pas envie de me lamenter pour la France. Je pense que nous, au Bénin, on doit tirer le champ de ça. Bavarder moins, réfléchir beaucoup et surtout travailler pour atteindre les objectifs. Nous qui avons la chance d'avoir été à l'école, nous qui avons la chance d'objecter, de parler, d'orienter, nous devons encore être plus exigeants. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous juger, mais c'est les idées que nous portons vers les décideurs pour que le monde change, pour que le Bénin change, pour que nous puissions être des moteurs de la transformation et non de la passivité, de la stagnation ou de la régression. Je pense qu'il faut être courageux et ne pas se laisser perturber par les satellites des réseaux sociaux. Et les mauvais vents, les ombres et lumières qui passent par là ne doivent pas vous gouverner. Donc voilà un peu, il me semble que nous avons besoin d'une nouvelle intelligence au pouvoir, aussi bien dans le monde, que ce soit dans le monde occidental, que ce soit chez nous en Afrique. Ça, c'est ce à quoi j'appelle tous ceux qui aiment la réflexion et la réflexion prospective. Vous faites beaucoup de plaidoyer aujourd'hui. Hein. Bon, les sujets s'y prêtent bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouécan, pour vos analyses sur nos différents sujets du décryptage du jour. Mesdames et messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis. Juste derrière nous, ce sera, comme vous le savez, votre programme Nous Nueng Bassa. Nos excuses encore une fois pour les quelques minutes piochées dans le démarrage de ce programme. Le temps pour moi juste de vous donner rendez-vous pour demain pour ceux-là qui ont pris cette émission au vol. Vous avez la possibilité de nous suivre juste après le bulletin de la mi-journée. Et également, le décryptage est disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube du même nom Etelebénin. Téléchargez l'application, ça sera un peu plus facile pour vous pour avoir toutes nos notifications. Etélé avec vous, pour vous.